messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 9 décembre. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La Côte d'Ivoire sur tout ce mois de décembre, la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a participé le 5 décembre dernier à New York au débat présidentiel de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a partagé l'expérience ivoirienne en matière d'opération de maintien de la paix. Nous irons à Mans où se déroule la deuxième édition du Tonkpeni Dale Festival. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly salue la tenue de ce festival qui promeut et valorise les arts et la culture du peuple d'An. À Mans, il a annoncé aux populations le démarrage du grand chantier de développement. Le Super Ebony 2018 qui consacre le meilleur journaliste de l'année est connu depuis hier. Thié Médangué Traoré du quotidien L'Inter a remporté ce prix à la 20e édition du prix Ebony organisé par l'UNJCI. Et c'était en présence de la première dame Dominique Ouattara. La RTI a raflé également des prix sectoriels. La campagne électorale pour la reprise des élections locales prévue le 16 décembre prochain en Côte d'Ivoire a démarré hier samedi pour prendre fin le 14 décembre. Nous sillonnerons quelques localités dans ce 20h pour voir l'ambiance ce deuxième jour de campagne. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, notre pays, assure tout ce mois de décembre la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a participé le 5 décembre dernier à New York au débat présidentiel de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a partagé l'expérience ivoirienne en matière d'opération de maintien de la paix et de reconstruction post-crise. La Côte d'Ivoire, selon le président ivoirien, a fondé sa stratégie, entre autres, sur la relance de son économie et la réforme du secteur de la sécurité et la réconciliation. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a bénéficié pendant plus d'une décennie d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité. En effet, dans la gestion de la crise que mon pays a traversée, le Conseil de sécurité a adopté plus d'une cinquantaine de résolutions. Certaines de ces résolutions, notamment celles relatives à la certification des élections et à la protection des civils, constituent des évolutions inédites et courageuses qui resteront gravées dans les annales du Conseil. Je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous grâce à la détermination et aux efforts du peuple ivoirien qui m'a élu, à l'engagement remarquable de la CEDEAO et de l'Union africaine, dont je salue la présence aujourd'hui des premiers responsables, M. Mahamat Faki et Jean-Claude Brou, et à celui des Nations Unies à travers l'ONUCI. Je voudrais rendre un hommage appuyé à la CEDEAO pour le rôle qu'elle a joué dans la sortie de crise dès les premiers instants. J'exprime ma gratitude au secrétaire général d'alors, M. Ban Ki-moon, ainsi qu'au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire au moment de la crise, M. Young Jin Choi, pour leur courage, leur détermination et leur engagement à défendre les idéaux de paix des Nations Unies. Je voudrais, au nom de la nation ivoirienne, saluer la mémoire des 150 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie pour en sauver d'autres et pour ramener la paix et la stabilité dans mon pays. J'exprime à leur pays et à leur famille, ainsi qu'à la grande famille des Nations Unies, la reconnaissance du peuple ivoirien. À présent, je voudrais rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, 7e secrétaire général des Nations Unies, pour son exceptionnelle contribution à la paix dans le monde. Il s'agit de M. Kofi Annan, ce grand humaniste qui nous a quittés le 18 août 2018 et dont la voix et la sagesse manqueront aux grandes causes du monde.
Parlons justement de maintien de la paix et de reconstruction post-crise en Côte d'Ivoire. Quel a été l'apport de l'ONUCI? Que retenir du rôle joué par l'opération des Nations Unies pour le maintien de la paix? Si vous voulez, quelles sont les missions de l'ONU en Côte d'Ivoire et qu'en est-il de leur participation dans le règlement pacifique de la crise ivoirienne? Élément de réponse avec Abou Sanogo. L'Organisation des Nations Unies aide à mettre un terme au conflit et à promouvoir la réconciliation à travers des opérations de maintien de la paix dans plusieurs pays en crise. 15 missions de maintien de la paix sont déployées à travers le monde. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont pour compétence de faciliter la transition politique, de soutenir les institutions étatiques fragiles. En Côte d'Ivoire, l'ONU a joué un rôle capital dans la gestion des crises sociopolitiques. Plusieurs représentants spéciaux se sont succédés à la tête de l'opération de maintien de la paix. D'Albert Wodjire à Aïcha Tomendaoudou, en citant Pierre Choki, Choi Young-jing, Bert Condes, la crise ivoirienne a cristallisé l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en 2003 qu'une opération de maintien de la paix est envoyée pour la première fois en Côte d'Ivoire. La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, MUNICI, est créée par la résolution 1479 pour garantir la mise en œuvre des dispositions prévues par l'accord de l'INAS Marcoussis entre les différentes factions politiques ivoiriennes. Prolongée à 2 reprises en 2003 et en 2004 en raison de la persistance des troubles, la MUNICI est reconvertie en opération de maintien de la paix, ONUCI, le 27 février 2004 par la résolution 1528. L'objectif, observer et surveiller l'application de l'accord de cessez-le-feu global du 3 mai 2003. En 2010, la résolution 1975 est prise pour donner au représentant spécial de l'ONU la compétence de certifier les résultats de la présidentielle tenue la même année dans le but de trouver une issue pacifique à la crise ivoirienne. Dans ce sens, l'ONU, par le biais de son représentant spécial, Choi Young-jing, certifie l'élection présidentielle du 28 octobre 2010 en confirmant la victoire d'Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État. Sous le couvert de la résolution 1975, le Conseil de sécurité décide aussi de geler les avoirs de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que ceux de 4 membres de son entourage. Le Conseil de sécurité demande instamment à toutes les institutions d'État ivoiriennes, notamment les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire, de se soumettre à l'autorité que le peuple ivoirien a conférée à Alassane Ouattara, dont l'élection à la présidence du pays a été reconnue par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et le reste de la communauté internationale. Autre décision issue de la résolution 1975, la prolongation du mandat de l'ONUCI ainsi que l'autorisation donnée aux forces françaises de soutenir l'ONUCI dans la limite de leurs moyens et dans leur zone de déploiement. L'autre volet crucial de la mission de l'ONUCI a été sans aucun doute l'assistance post-conflit apportée aux autorités ivoiriennes, l'instauration des conditions de protection des civils par la réforme du secteur de la sécurité, la réhabilitation et l'équipement d'écoles, de centres sanitaires, des zones marquées par les conflits. L'appui humanitaire en vue de faciliter le rapatriement des réfugiés et déplacés, des actions stratégiques et ciblées pour consolider la paix et la stabilité dans le pays. Une cinquantaine de résolutions prises pour le règlement pacifique de la crise ivoirienne. En Côte d'Ivoire, l'opération des Nations Unies a pris fin le 30 juin 2017. Et on retourne à New York aux États-Unis où la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a présidé le débat ministériel du Conseil de sécurité axé sur l'implication des États et organisations sous-régionales dans la prévention et la résolution des conflits. Pour Marcel Amontano, il faut une synergie d'action et une étroite collaboration avec les Nations Unies pour régler durablement les conflits. Michel Digri. C'était un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire après le débat présidentiel dirigé par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. C'est au ministre Marcel Amontano qu'est revenue la charge de présider le débat ministériel du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, donne les enjeux du thème, à savoir l'implication des États et organisations régionales et sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. La prévention des conflits est une responsabilité qui nous incombe à tous.
Les organisations régionales et sous-régionales jouent un rôle clé dans l'application d'une stratégie globale et multidimensionnelle à la hauteur du défi que nous devons relever. Le représentant permanent de la France auprès de l'ONU se prononce sur l'importance des organisations régionales et sous-régionales dans la résolution des conflits. Les organisations régionales et sous-régionales ont en effet des atouts que les Nations Unies n'ont pas. Elles sont plus proches du terrain, en ont une connaissance souvent plus fine et disposent de précieux réseaux humains. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, le thème débattu constitue un intérêt pour l'Afrique. Je félicite la Côte d'Ivoire pour avoir consacré un débat à cette question. L'engagement à faire taire les armes à l'horizon 2020, qui est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, suppose non seulement le règlement des conflits actuels, mais aussi la consolidation de la paix, là où elle est réalisée, et la prévention des nouvelles crises, notamment en Afrique. Le ministre Marcela Montano donne la position de la Côte d'Ivoire sur le thème du débat. Dans ce monde globalisé, où aucune organisation ne saurait à elle seule porter le poids de la responsabilité de la gestion des menaces qui pèsent sur la sécurité collective, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs nationaux, les organisations sous-régionales, régionales et les Nations Unies s'impose comme une impérieuse nécessité. La recherche d'une approche plus inclusive de tous les acteurs, prenant en compte une claire définition des responsabilités, demeure, à notre sens, le moyen le plus efficace pour assurer la prévention et la gestion des conflits qui sont au cœur de l'agenda du Conseil de sécurité et fondent son existence. Concernant la prévention et la résolution des conflits en Afrique, Marcela Montano souhaite une synergie d'action entre l'Union africaine et l'ONU. Il importe de relever encore une fois que seule une action solidaire entre les Nations Unies et l'Union africaine permettra d'envisager des solutions appropriées et durables dans le cadre d'une vision commune du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. C'est tout le sens de l'étroite coopération entre ces deux organisations qui méritent d'être encouragées et renforcées, notamment en ce qui concerne la question déterminante du financement des opérations de paix africaines. Après les débats présidentiels et ministériels, le prochain défi majeur pour la Côte d'Ivoire pour ce mois de décembre sera de diriger les négociations au Conseil de sécurité pour faire adopter 3 projets de résolution. Ici en Côte d'Ivoire, la ville de Mans vibre depuis quelques jours au rythme du Tonkpi Nidalé Festival. L'événement tire à sa fin. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly salue la tenue de ce festival qui promeut, valorise les arts et la culture du peuple dont ce samedi à Mans, le chef du gouvernement ivoirien a annoncé aux populations lors de ce festival le démarrage de grands chantiers de développement en vue d'améliorer leur quotidien. La correspondante d'Ève Bouy. Site du Tonkpi Nidalé Festival. Aujourd'hui, c'est le Nidaïkbi ou le grand jour. L'invité de marque, le parrain, en la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, reçoit les bénédictions dans l'enclos de la case sacrée. Le décor est donc planté. Suivront les interventions du commissaire général du festival, du porte-parole du peuple baoulé, invité national, et celui de l'ambassadeur de Chine, invité international. Le ministre Albert Touakus Mabri, initiateur du festival, a quant à lui rappelé les enjeux de ce grand rendez-vous culturel du peuple temps. La particularité du Nidalé, promue par le conseil régional du Tonkpi, c'est d'être la synthèse et la finalité de toutes les autres initiatives culturelles tendant à la promotion de la culture dans. Il se veut une plateforme de rencontre d'intellectuels, une plateforme économique et une rencontre de divertissement et d'évasion. En somme, un projet culturel fédérateur, structurant et innovant, salué par le parrain. Continuant son intervention, le Premier ministre a rassuré toutes les populations que le gouvernement poursuivra la dynamique de développement engagée dans la région. De bonnes nouvelles sont donc annoncées. Pour la période 2019-2020, il est prévu, et je peux vous le dire, nous reviendrons pour poser la première pierre. Il est prévu la construction du nouveau centre hospitalier régional de Mans avec une unité d'hémodialyse pour un coût d'environ 30 milliards de francs CFA,
ainsi que la construction d'un hôpital général à Danané. J'ai le plaisir de vous annoncer que le président de la République nous a donné instruction de régler définitivement la question de la voirie de Mans et que nous sommes en discussion avec la Banque ouest-africaine de développement pour mobiliser les financements nécessaires. Toutes ces actions n'étant possibles que grâce au climat de paix et de cohésion sociale, Amadou Gon Coulibaly a demandé aux uns et aux autres de travailler sans relâche à la préservation de la paix et au vivre ensemble. Le Tonkpi Nidalé 2018 aura tenu ses promesses. En entendant que les lampions ne s'éteignent définitivement, le village Nindalé continue de recevoir son flot de visiteurs. Je l'annonçais dans les titres, le journaliste Thié Médangué Traoré du quotidien L'Inter, sacré Super Ebony 2018. Il a remporté le prix de meilleur journaliste de l'année ce samedi, donc 8 décembre, lors de la célébration de la 20e édition du prix Ebony organisée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'événement a été parrainé par la première dame Dominique Ouattara et la RTI a raflé également des prix sectoriels. Pierre Dipomelin, Issachounan Yeo. Thié Médangué Traoré, journaliste au quotidien L'Inter, s'est hissé au sommet de cette 20e édition des Ebony. Il a raflé 4 prix au total. Le prix spécial Diego Bailly de la meilleure enquête, le prix Joseph Chomandé du meilleur reportage, le prix du meilleur journaliste de la presse écrite et en ligne, avant d'être consacré par le jury Super Ebony 2018. Il part avec un véhicule neuf, plus de 4 millions de francs CFA et plusieurs lots des partenaires. Vous permettez au fil des années à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien de connaître les meilleurs d'entre vous et ce sont vos efforts à tous et votre détermination à viser l'excellence qui ont fait du prix Ebony une référence en Afrique et cela est tout à votre honneur. Pas de recette magique. J'ai choisi des sujets d'actualité, des sujets qui ont, disons, un impact sur le quotidien et de l'Ivoirien, ici en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur. J'ai choisi par exemple d'aller investiguer à la frontière de la Libye et de l'Algérie pour comprendre un peu le phénomène de la migration. À cette prestigieuse nuit de l'excellence, des journalistes de la RTI ont répondu présents au tableau des lauréats. Christelle Menant a arraché le prix du meilleur journaliste télé. Serge Coléa remporte le prix du meilleur reportage sur l'immigration clandestine. Sita Soro de Radio Côte d'Ivoire, elle décroche le meilleur reportage radio sur le travail des enfants. Et Hamza Diaby, élu meilleur présentateur télé par le public. Je salue les Ivoiriens qui ont eu confiance en moi en me donnant 7000 voix pratiquement. Je salue le directeur général de la RTI qui nous fait confiance tout le temps. Je salue tous ceux qui ont contribué à ce que cela soit fait aujourd'hui parce que c'est la RTI qui gagne. En gros, c'est la RTI qui aujourd'hui, avec tous ces prix qu'on vient de rafler là, est à l'honneur. Thié Médangué Traoré succède ainsi à Parasolo Kone, journaliste à la RTI, alors que Carlos Kwande de Radio Yopougon, lui, garde bien l'Ebony du meilleur journaliste radio. L'UNJCI a aussi marqué le 20e anniversaire de ce prix, d'où le parrainage exceptionnel de la première dame Dominique Ouattara. Voilà, félicitations donc à tous nos lauréats de la RTI. On part maintenant pour la commune d'Abobo. Le premier conseil municipal vient de se tenir. Le nouveau maire d'Abobo, le ministre Ahmed Bakayoko, a été installé. On en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Ahmed Bakayoko est le maire de la commune d'Abobo. Il a été élu par l'ensemble des conseillers municipaux en présence du préfet de la ville d'Abidjan, à qui revenait la charge d'organiser, de superviser et de procéder à l'installation du conseil municipal élu. Ainsi, à l'issue d'un vote, Ahmed Bakayoko a été déclaré maire avec 100% des voix des conseillers présents. Au cours de cette session, 6 adjoints au maire ont été également élus. À ces adjoints au maire s'ajoutent 43 conseillers. Le préfet de la ville d'Abidjan a invité l'ensemble du conseil municipal à travailler en bonne intelligence. Monsieur Bakayoko Ahmed ne représente plus un seul parti ici, il représente l'ensemble
des citoyens de la commune d'Abobo. Les 6 adjoints au maire ne représentent plus le parti pour lequel ils sont allés aux élections. Ils sont l'émanation de l'ensemble de la commune d'Abobo. C'est ça le sens d'une élection. Les 43 conseillers cités dans l'ordre tout à l'heure représentent les intérêts de toutes les couches de la commune d'Abobo. Il n'y a donc plus de couleur politique dans la prestation des services que la commune d'Abobo fournira. Ahmed Bakayoko entend travailler pour le bonheur des populations de la commune d'Abobo. Vous pouvez compter sur nous. Nous allons faire très sérieusement le travail pour vous apporter des solutions à toutes les préoccupations des populations d'Abobo. Nous allons traiter avec sérieux et efficacité vos questions de sécurité. Nous allons traiter avec sérieux et efficacité les questions de salubrité, les questions d'infrastructures routières. Nous allons faire en sorte de réduire la pauvreté, de donner une chance à tous ceux qui ont la volonté, qui ont la capacité, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir un avenir. Pour la réussite de sa mission, il lance un appel à toutes les filles et à tous les fils de la commune d'Abobo. Il faut qu'on soit ensemble. La compétition électorale, c'est un moment. Dès que la population a choisi, on se met ensemble pour voir que l'intérêt d'Abobo, des Abobolais et des Abobolaises. Il convient de rappeler que selon les dispositions légales et réglementaires ivoiriennes, un maire n'est pas élu pendant les élections municipales. C'est la liste des conseillers qui est élue avec une tête de liste. Après ces élections, le préfet réunit l'ensemble des conseillers élus, conformément à la liste proportionnelle officielle transmise par la commission électorale indépendante. Après le contentieux électoral, s'il y en a, ce sont les conseillers élus qui élisent le maire et les adjoints au maire. À Abobo, la passation de charges se fera dans le prochain jour. Namizata Sangaré, la présidente de la CNDH-CI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, est-elle invitée du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Elle a fait l'état des lieux des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et dressé le bilan des rapports 2016 et 2017 sur les droits de l'homme. Un extrait de leur entretien. Les rapports 2016-2017 ont été remis le jeudi dernier. Et ce qu'il faut retenir comme contenu, c'est que ces rapports comportent 3 parties. Oui. Vous avez une première partie consacrée à l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, une deuxième partie qui expose les activités menées par la CNDH-CI et une troisième partie qui a trait aux acquis, aux perspectives et aux recommandations, n'est-ce pas, faites par la Commission nationale des droits de l'homme. L'état des lieux selon la Commission nationale des droits de l'homme pour ce qui est des rapports 2016-2017, il faut l'analyser sous les aspects de génération de droits. Vous avez la première génération des droits de l'homme qui ont trait aux droits civils et politiques. Vous avez la deuxième génération des droits de l'homme qui sont les droits socio-économiques et culturels et les droits dits de solidarité. Et donc, pour ce qui est des droits civils et politiques, la Commission, dans ces 2 rapports, s'est apaisantie sur les questions de sécurité, les questions de l'état civil, les questions liées à la justice. Pour ce qui est des droits économiques, socio-culturels, nous avons fait le rapport, produit les 2 rapports sous l'angle de la sécurité, de l'éducation, de la santé et aussi des conditions de travail dans le secteur minier. Nous avons décidé de renforcer les enquêtes et les études. Nous avons décidé pour l'année 2018 de continuer les campagnes de sensibilisation. Une vaste campagne de sensibilisation sur les conflits intercommunautaires, sur les actes d'incivisme. Alors on passe à présent à la campagne électorale pour la reprise des élections locales prévues le 16 décembre prochain en Côte d'Ivoire. La campagne a démarré, je rappelle, hier samedi et prendra fin le vendredi 14 décembre prochain. Nous sillonnerons dans ce 20h quelques localités pour voir l'ambiance ce 2e jour de campagne. Première direction, Grand Bassam. Nous allons voir le candidat indépendant Miessan Vincent. Il est actif sur le terrain pour allier plus de voix au soir du 16 décembre. Sidonie Davila.
Miessan Vincent de Paul, candidat indépendant à Grand Bassam, est à fond dans la course pour les élections municipales. Pour le développement de cette ville, cet opérateur économique veut braver toutes les épreuves pour arriver à ses fins. Ses priorités sont axées sur les jeunes et les femmes. Aider les femmes pour qu'elles partent de zéro pour devenir quelqu'un dans la société. Et nous avons beaucoup réfléchi aux différentes stratégies pour apporter ce qu'il faut à la jeunesse. La population a besoin de pratiques, pas de théories. Et nous avons décidé de l'accompagner parce que nous sommes conscients des difficultés qu'elle rencontre. On reste dans la commune de Grand Bassam pour voir maintenant la stratégie menée par le candidat du PDCI RDA, Ezali Philippe. Il appelle les électeurs à lui faire confiance pour améliorer leurs conditions de vie. Sidonie Davila. Grand Bassam, ville durable et smart, c'est l'ambition du maire sortant Philippe Ezali. Une vision que le candidat du PDCI entend partager avec la population pour laquelle il travaille depuis plus de 20 ans. Avec son équipe, il repart pour la reconquête de son électorat. Nous avons travaillé 5 ans avec beaucoup de projets dans tous les secteurs. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup. Le bilan a été présenté aux populations. Notre programme n'étant pas achevé, parce que 5 ans c'est assez court, nous avons donc souhaité poursuivre. Et dans cette poursuite-là, nous avons constitué une équipe assez homogène, assez équilibrée. Le scrutin municipal reprend aussi à Lakota. Le candidat du RHDP, Kouyaté Abdoulaye, ratisse le terrain à la conquête des voix. Herman Guivet est sur place. Une équipe dynamique au service de Lakota, la vision de Kouyaté Abdoulaye, candidat RHDP. Pour le lancement de sa campagne, sa famille politique était présente afin de lui témoigner son soutien, son projet de développement pour Lakota. Les populations doivent porter leur choix sur nous pour que Lakota sorte, n'est-ce pas, de son obscurité qu'elle a connue depuis 33 ans. C'est le président Ouattara qui détient la clé du développement de toute la Côte d'Ivoire qui a porté son choix sur notre modeste personne pour le représenter à Lakota et dans le Lodjibois. Aujourd'hui, nous voulons un score sans appel pour montrer que nous sommes véritablement les leaders dans la commune de Lakota. Kouyaté Abdoulaye a ensuite invité les populations à faire chemin ensemble pour l'émergence de Lakota. Et le candidat Sami Méry brigue aussi la mairie de Lakota, mais comment mène-t-il sa campagne pour obtenir plus de voix? Il a été suivi par notre reporter Herman Guivet qui est à Lakota. Parade à travers la ville de Lakota, Sami Méry, candidat indépendant à la municipale, s'offre un bain de foule. Il va au contact, puis appelle les populations à voter pour lui au soir du 16 décembre. Notre bilan nous a permis d'avoir en 2016 le prix de meilleur maire de Côte d'Ivoire et nous avons obtenu pendant les 5 ans environ 15 prix. Au vu du travail abattu, nous avons créé un capital confiance et nous n'avons pas fini encore notre programme. Je voudrais donc inviter toute la population à continuer à me faire confiance et dire merci encore. Merci à Lakota. Direction le lieu du meeting pour enseigner les populations sur sa vision pour Lakota. Quelle est l'ambiance en ce deuxième jour de campagne à Bingerville? Notez qu'on évoque des ralliements et 6 candidats pour cette commune sont en lice. Benjamin Akoso Koutouan, candidat indépendant, tête de la liste Tous Unis pour Bingerville, invite ses partisans à porter leur choix sur Issouf Doumbia. Pour lui, c'est le choix du développement. C'est une affaire de choisir quelqu'un au-delà de toutes les considérations avec qui nous pouvons travailler. J'ai dit, ce n'est plus le temps de disperser nos forces, nous allons nous unir. Et la personne qui, moi je pense, qui peut nous faire l'affaire, qui est suffisamment abordable, qu'on peut joindre à tout moment et qui est travaillé parce qu'il a commencé à le démontrer, c'est Issouf Doumbia. Voilà, la reprise de ces élections couplées régionales et municipales, je rappelle, aura lieu donc le 16 décembre prochain. À marge du 8e sommet des Africités à Marrakech, au Maroc, le réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales, créé il y a 4 ans, a renouvelé ses instances et la Côte d'Ivoire a été honorée en se voyant confier la vice-présidence 1 an après son adhésion au réseau. Issa Tchonayeo. Une distinction de plus pour la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Elle occupe désormais la vice-présidence du réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales, RIAFCO, pour 3 ans.
Un poste obtenu à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du réseau à Marrakech. Un positionnement qui met en lumière tous les efforts consentis par le pays en matière de décentralisation. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire qui, depuis 1988, a mis en place le fonds de prêt aux collectivités territoriales. Et donc, il était tout à fait normal que la Côte d'Ivoire puisse avoir sa place dans ce réseau international de financement des collectivités territoriales. Et donc, c'est chose faite aujourd'hui. Dans sa qualité de vice-présidente, justement, la Côte d'Ivoire a un important rôle à jouer auprès des structures sœurs d'Afrique. Créé en 2014, le RIAFCO a pour objectif de renforcer et de promouvoir le rôle des institutions de financement des collectivités locales. La présence de la Côte d'Ivoire dans les instances dirigeantes est saluée par les membres. Nous sommes très heureux d'accueillir depuis 2017 le fonds de prêt de Côte d'Ivoire aux collectivités et nous pensons que nous pourrons avoir en place très importante cette institution avec laquelle d'ailleurs le Cameroun, qui a le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, entretient également des relations parce que nous avons eu effectivement à recevoir une mission de ce fonds des prêts au Cameroun. Travailler en collaboration avec d'autres gouvernements, ministères, avec d'autres collectivités locales, travailler en partenariat permet d'avoir à la fois un échange d'expériences inspirant, donc c'est regarder ce que fait le voisin, partager avec le voisin ce que nous faisons et pour aussi être unis dans l'action. Le réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales compte 10 pays membres. Et je vous propose maintenant le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine. C'est avec Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Pour la première fois depuis son hospitalisation fin octobre en Arabie Saoudite, le président Ali Bongo Ondimba est apparu lundi aux côtés du roi Mohamed VI. Au cours de cette visite, le roi du Maroc s'est réjoui de l'évolution de l'état de santé du président gabonais. L'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé à sa frontière avec le Liban une vaste opération baptisée Bouclier du Nord pour détruire des tunnels creusés par le Hezbollah, milice libanaise pro-iranienne. Ces tunnels traversent la frontière nord de l'Est hébreu depuis le Liban. La justice française a autorisé mercredi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert pour l'extradition à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. Sa décision est susceptible de faire l'objet d'un pouvoir en cassation. François Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Les bailleurs de fonds et partenaires internationaux du G5 Sahel ont tenu jeudi à Nouakchott, en Mauritanie, leurs engagements financiers. Le budget est estimé à près de 2 milliards d'euros pour une quarantaine de projets de développement axés sur la lutte contre le djihadisme. Ce financement des partenaires couvre les besoins globaux du programme d'investissement prioritaire. Les rebelles houthis au Yémen ont rejeté vendredi lors des pourparlers de paix la demande du gouvernement exigeant leur retrait de la zone portuaire de Hodeïda. Le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite et les insurgés appuyés par l'Iran sont réunis en Suède pour des consultations sous l'égide des Nations Unies, une première depuis 2016. Malgré la décision du gouvernement de suspendre la hausse des prix sur le carburant pour une période de 6 mois, les Gilets jaunes ont encore envahi les rues de la France. Plus de 125 000 personnes ont défilé samedi, dont 10 000 dans la capitale parisienne pour l'acte 4 de mobilisation des Gilets jaunes. Même si ces manifestations ont été moins violentes par rapport à celles de la semaine dernière, elles ont enregistré au moins 126 blessés et 1385 personnes ont été interpellées, dont environ 800 placées en garde à vue. Charles Michel a pris ce dimanche la tête du gouvernement, après la démission des ministres nationalistes flamands de la coalition gouvernementale. Une situation survenue en raison de divergences profondes sur le pacte des Nations Unies sur les migrations. Ces démissions ont été acceptées par le roi des Belges à la mi-journée à l'issue d'une rencontre au Palais Royal avec Charles Michel. Fin de ce 21, merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Kolo Klubali et demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.
Afrique.